Merci Bernard, merci à tous d'être présents et au laboratoire MSD de m'avoir invité à cette présentation effectivement sur une vision un peu pratique des résultats des études cardiovasculaires avec des outcomes cardiovasculaires dans le diabète en particulier de type 2. Donc on va un peu revisiter ces essais que vous connaissez. Donc le rationnel qui est derrière tout cela, il est très bien connu, il est épidémiologique. Nombreuses études épidémiologiques, j'aurais pu les citer, vous les montrer. Juste celle-ci, qui est l'analyse épidémiologique des résultats de l'observation de la cohorte du KPDS. Donc là, on ne parle pas d'intervention, c'est KPDS, vu comme une grande cohorte de patients diabétiques suivis longtemps, avec l'incidence des événements, qui soient microvasculaires pour la courbe en vert ou pour la courbe en gris et macrovasculaire pour la courbe en vert, en relation avec l'HbA1c moyenne de ces patients diabétiques de type 2 au cours du suivi dans l'UKPDS, une relation qui est monotone croissante entre l'HbA1c moyenne et l'incidence des événements, ce qui ne surprend personne. C'est de très mauvais pronostic d'avoir un diabète très déséquilibré, tant du point de vue des complications microvasculaires que de celles des complications macrovasculaires. Ceci permet de tracer des courbes de régression, comme celle qui figure ici, et d'en déduire finalement ce que coûte, en termes de pronostic, 1% d'HbA1c en plus pour un patient donné. Donc ça coûte 37% de complications microvasculaires au bout de la dizaine d'années du suivi du KPDS, et en 37% en plus, et 14% d'infarctus du myocarde en plus au cours de l'UKPDS. Alors je le décris de façon pronostique, parce que ça coûte en plus, mais bien sûr, en tant que médecin, ce qu'on veut, c'est apporter à nos patients une moindre incidence, et donc espérer que on peut aussi décrire ces résultats comme réduire d'1% d'HbA1c va faire décroître l'incidence d'un infarctus du myocarde de 14%, par exemple. C'est cette translation de l'épidémiologie à l'intervention, c'est fait l'objet de tous ces essais randomisés qui sont là pour montrer pour aller au-delà de l'association et montrer qu'on a effectivement une relation de causalité. Et ça a été le cas dans l'UKPDS, bien sûr, et ça a cherché à l'être également dans les différents grands essais publiés en 2008 qu'Étienne a déjà mentionnés, qui sont Advance, où l'HbA1c a été réduite en gros de 7,5% à 6,5% à la fin de l'étude. C'est ce que figurent ici ces courbes et les limites de ces flèches, pardon. Accord, une grande cohorte également, réduction de 7,5% à 6,4%, ou VADT, une étude plus petite, chez des vétérans américains avec une réduction cependant plus ample et à vrai dire de plus longue durée également de l'HbA1c, un contrôle intensif plus marqué en termes différentiels de 8,5 à 7% d'HbA1c. Qu'est-ce que ça a rapporté tout ceci ? Ça a rapporté une réduction du nombre d'événements cardiovasculaires, pour ne parler que de ceci pour l'instant, une réduction modeste. Advance, moins 6%, Accord, moins 10%, VADT, moins 13%. Aucun individuellement de ces essais n'apportant la démonstration d'une réduction significative des événements cardiovasculaires avec ce contrôle intensif de la glycémie. Il faut, comme c'est bien souvent le cas dans ces essais qui se multiplient avec un thème qui est cohérent entre eux, si ce n'est tout à fait superposé, notamment les interventions ne sont pas exactement les mêmes, ça incite à analyser les données de façon poolée, que ce soit sur les événements macrovasculaires, et en général il s'agit d'un MACE à 3 points, infarctus du myocarde, AVC ou mort cardiovasculaire,
ou l'item particulier de l'infarctus du myocarde, qui souvent domine dans le MACE à 3 points cité avant, ou la mortalité totale, qui a le grand mérite de ne pas nécessiter de grands efforts d'adjudication, et aussi d'avoir une pertinence tout à fait non discutable pour les patients. Et lorsqu'on analyse ces différents essais, Accord Advance UKPDS VADT, donc ce quartet de grands essais dans le domaine du diabète de type 2 du contrôle intensif, et bien on voit que globalement, on a une réduction significative des événements cardiovasculaires. Tous sont dans le même sens, et donc forcément en poulant, on augmente la puissance statistique, mais une réduction significative modeste, puisque vous pouvez peut-être pas le lire, mais ici on a 0,91 de hazard ratio, c'est-à-dire moins 9% au total. C'est un peu plus net pour l'infarctus du myocarde, moins 15% significatif, et il n'y a pas de réduction du tout, ni d'augmentation du reste de la mortalité toute cause. Alors, on n'a que 4 essais. Ici, Accord, Advance, UKPS, VADT, c'est peu. Et lorsqu'on cherche à augmenter la puissance, notamment, on aimerait savoir ce qui se passe un petit peu mieux sur la mortalité toute cause, par exemple. On cherche à d'autres essais qui pourraient rentrer là-dedans. Et certaines méta-analyses, comme celle-ci publiée récemment par un groupe de Boston, est allé chercher d'autres études que celles pures de traitement de contrôle intensif de glucose, qui sont des essais qui peuvent vous dire quelque chose. Regardez la première ligne par exemple, c'est UKPDS, ok. La deuxième c'est Proactive. Donc Proactive, c'était pas du contrôle intensif versus du contrôle conventionnel, c'était de la pioglitazone contre un placebo. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu la même situation clinique lorsqu'on est face à un patient avec un diabète qui n'est pas très correctement équilibré, de se dire je vais traiter plus intensivement son diabète ou je vais lui rajouter une molécule qui n'est pas un placebo? Effectivement, ça revient un petit peu au même, et c'est assez cohérent en plus avec notre logique d'escalade thérapeutique dans le diabète de type 2 qui est une maladie progressive. Donc c'est ce qui a été fait ici. On met ensemble d'autres études, donc Proactive, Adopte certains bras, Dream certains bras, Accord Advance, ok. Barry 2D, c'est un essai chez des patients coronariens qui était un essai en plan factoriel. Il y avait d'une part, on testait revascularisation chirurgicale ou traitement médical, et dans l'autre bras, traitement du diabète, comment on s'y prend, soit on s'y prend avec la metformine, en gros metformine ou glitazone dans un bras versus sulfamide ou insuline dans l'autre. En tout cas, ça fait 2 bras avec dont l'un est un peu plus intensif que l'autre, et donc les auteurs ont considéré qu'on pouvait comparer. Puis etc., on fait défiler origine chez des patients coronariens avec un petit diabète du point de vue de la glycémie et de l'ancienneté du diabète. On met de l'insuline ou on traite d'emblée ou on traite conventionnellement. Donc l'ensemble de ces essais finalement conduit à des résultats un peu similaires. 0,95 pour le critère du MACE en analyse poolée. Une autre, c'est la dernière que je vous présenterai comme ceci, rassurez-vous, c'est une analyse de la Cochrane. Alors je la trouve intrigante parce que la Cochrane, donc vous savez, des gens à l'esprit très systématique, des statisticiens, qui se disent on va mettre ensemble tous les essais qui comparent du contrôle intensif versus du contrôle conventionnel de la glycémie. Ils se fixent cette règle et ils n'en démordent pas. C'est leur principe d'être systématique. Et donc voilà, à nouveau, Accord, Addition, qui est un autre essai où il n'y avait pas que du contrôle glycémique, mais peu importe, Advance, et puis d'autres études plus petites, et par exemple celle-ci, la Fantin. Alors, Fantin, je ne la connaissais pas, donc je suis allé voir ce dont il s'agissait. Encore des coronariens, post-revascularisation, post-angioplastie, 24 heures de contrôle intensif avec de l'insuline versus traitement conventionnel en USIC post-angioplastie. 24 heures.
Donc effectivement, quand on est un statisticien et qu'on reprend les études de façon systématique, contrôle intensif versus contrôle glycémie, on a l'étude de Fantin, 24 heures de contrôle intensif versus 24 heures de contrôle conventionnel, et puis après, au revoir monsieur, au revoir madame. C'est un peu curieux tout de même. Donc ça veut dire qu'il faut aller un petit peu plus loin que cette approche systématique, et finalement, lorsqu'on se pose la question du contrôle intensif de la glycémie ou du contrôle conventionnel, probablement que ce n'est pas juste un interrupteur qu'on active ou pas, mais c'est qu'il y a d'autres circonstances. Par exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser comme médicament, quels sont les objectifs, combien on va baisser l'HbA1c, et puis pendant combien de temps on va procéder à ces modifications. Et ça rejoint un peu l'idée que, oui, quand même, les complications cardiovasculaires, comme d'autres complications du diabète, sont des complications chroniques. Elles mettent du temps à s'établir. L'excès de risque associé au diabète, il se majore avec la durée du diabète, et on peut imaginer qu'il va éventuellement se minorer aussi après une longue durée d'intervention, et que ce qui peut le mieux représenter ça, c'est pas tellement contrôle intensif, oui, non, même l'HbA1c à l'instant là maintenant, mais c'est l'exposition chronique à l'hyperglycémie, un petit peu comme les pneumologues vis-à-vis du cancer du poumon ont modélisé cela de façon imagée en parlant de paquets années. Paquets années, tout le monde connaît, on peut imaginer un petit peu la même chose avec des HbA1c années pour l'hyperglycémie chronique. C'est du reste ce qui a été introduit par Trevor Orchard dans le diabète de type 1 dans les années 90, où il a ainsi modélisé l'exposition chronique à l'hyperglycémie en calculant année après année chez des patients diabétiques de type 1 qu'il suivait ces paquets années. Donc on va les appeler des HbA1c années. C'est les points d'HbA1c multipliés par la durée. Ici, c'est des HbA1c mois. Et vous voyez qu'il a représenté chez ces diabétiques de type 1 cette hyperglycémie, cette exposition chronique à l'hyperglycémie en abscisse, et on a ordonné l'incidence des complications chez ces diabétiques de type 1. Donc à gauche, la protéinurie, à droite, la neuropathie de complications chroniques classiques du diabète, avec un point qui désigne comme un seuil d'exposition chronique, qui est ici ce point d'inflexion, ici à peu près donc dans les mêmes eaux, de 800 à 1000 mois HbA1c. Et donc, on l'atteint plus rapidement si on a une HbA1c à 9 ou 10%, bien sûr, ou si on a une HbA1c à peine au-dessus de l'objectif, et on va l'atteindre avec une durée de diabète plus longtemps. Tout ça est très simple à comprendre. Donc, revenons à nos complications macrovasculaires du diabète dans le type 2. Est-ce qu'on peut faire un petit peu la même chose? C'est un petit peu l'idée qu'avait en tête Stefano Del Prato lorsqu'il a interprété à l'EASD il y a une dizaine d'années les grands essais publiés en 2008, et notamment l'essai VADT, où il exposait que, entre un premier patient on le diagnostic diabétique de type 2, 8,5%, et on le traite très efficacement, et puis on maintient parce qu'on fait des efforts continus, répétés, on additionne des drogues s'il y a besoin, on aura une exposition à l'hyperglycémie chez ce patient qui sera faible. Avec le patient un peu plus standard, malheureusement, qu'on prend à 8,5%, on améliore sa glycémie initialement, et puis ça se dégrade. Souvent d'ailleurs, ça se dégrade comme ceci. Et puis là, il se passe un événement, par exemple un syndrome coronaire aigu. Là, c'est branle-bas de combat, et tout le monde se sent beaucoup plus motivé. On améliore considérablement l'HbA1c, mais peut-être en fait que c'est trop tard, ou en tout cas qu'on a perdu beaucoup de temps. Et le fardeau de l'hyperglycémie chronique, c'est l'air sous la courbe là, qui s'est constitué et qui va être la force motrice de la survenue des complications au cours du temps, imagée ici, qui est que la machine est lancée. Alors, peut-être qu'une certaine intervention va, au bout d'un certain temps, réussir à inverser cette tendance, mais il y a certainement une grande inertie de la survenue des complications. Alors, je reviens à mes essais. Advance, par exemple, ce qui est représenté ici, c'est la courbe d'HbA1c
en fonction du temps dans les 2 bras intensifs et standards. Donc voilà, on est parti de 7,5%, on a baissé assez progressivement du reste, ce n'était pas un grand drop de l'HbA1c. Et on peut calculer ces HbA1c années différentiels, c'est l'air sous la courbe, entre les 2 bras de randomisation. Donc ça dure un certain temps, on voit jusqu'à 5 ans, c'est un demi d'HbA1c en moyenne, peut-être un tout petit peu plus. Et 5 ans fois un demi%, ça fait en paquet année, en HbA1c année, ça fait 2,5 à peu près. Et ça, je peux le faire dans chacun des essais que j'ai mentionnés tout à l'heure, Advance, Accor, VADT. Si je l'avais fait pour Fantin, par exemple, là, un jour voilà, évidemment, ça serait 0 de différentiel d'exposition. Pas étonnant qu'il n'y ait eu aucun effet dans cette étude sur les événements macrovasculaires. Donc, j'ai fait le calcul pour chacun des grands essais du contrôle intensif. Et voilà ce que ça donne en représentant en abscisse les paquets années, les HbA1c années, et en ordonnée le hazard ratio pour le MACE, les événements cardiovasculaires majeurs. Kumamoto, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, les cardiologues la connaissent sans doute moins que les autres. Il s'agit d'une étude chez des Japonais, comme le nom le suggère, diabétiques de type 2 traités par insuline, une étude publiée dans les années 90-2000, qui était une longue étude, 10 ans de durée à peu près, avec un différentiel entre l'intensif et le conventionnel de 2%. Donc c'est pour ça qu'elle est toute à droite, ça fait 2% fois 10 ans, ça fait à peu près 20 paquets années, voire 20 HbA1c années. Alors c'était une étude, il y avait 110 patients, donc c'est une étude beaucoup moins grande naturellement que les autres. Mais ce qu'on voit se dégager, c'est que finalement ça compte l'exposition chronique cumulée à l'hyperglycémie pour ce qui est de la réduction des événements cardiovasculaires. Si on tient compte du différentiel donc dans les bras intensifs versus contrôle dans chacune de ces études, on a les études où on n'a pas cumulé beaucoup de différentiels d'hyperglycémie, et c'est les études Accor, Advance sur la gauche, on n'a pas réduit grand-chose. Kumamoto, 50% de réduction, mais c'est parce qu'on s'est donné les moyens, 2% pendant 10 ans. Et puis VADT, UKPDS, ce n'est pas du tout les mêmes études, pas du tout les mêmes patients. UKPDS, diabétique de type 2, diagnostic récent, VADT, des vétérans dont une grande proportion était en prévention secondaire. N'empêche, finalement, ils ont eu un différentiel d'exposition qui est de l'ordre de 8-9, là, HbA1c année, et finalement, l'effet sur le cœur, il n'était pas très différent en termes de hazard ratio. On peut dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça donne pour les autres outcomes du diabète? Alors, je ne vais pas passer beaucoup de courbes puisqu'on venait là pour parler du macrovasculaire, mais juste pour les outcomes de rétinopathie. Alors ça, c'est un peu plus gênant parce que c'est relativement mal standardisé dans les différentes études, mais que ce soit en bleu la rétinopathie comme progression sur des échelles d'anomalies au fond d'œil, ou en rouge sur le laser, qui est un outcome clinique évidemment plus marquant, on voit que les corrélations, évidemment il y a une grande variabilité, mais les corrélations sont du même ordre, et on a tout à fait aussi un effet de l'exposition chronique différentielle. Je vous ai mis les équations des droites, parce que c'est ma nature. Deux choses, d'abord le R2, vous voyez qu'il est au-delà de 50% nettement, et ça c'est la part de la variance qui est expliquée par ce simple facteur, exposition chronique à l'hyperglycémie, exposition différentielle. Et donc ça veut dire que c'est un facteur explicatif très important dans ces études. Et puis j'ai aussi mis l'équation de la droite, et là, vous voyez que le facteur devant le X c'est moins 0,03, moins 0,04. Ça veut dire, c'est ce que ça rapporte, c'est la pente de la droite, et ça veut dire c'est ce que rapporte votre investissement en termes de limitation de l'exposition chronique à l'hyperglycémie pour le patient sur les événements. Alors, dit en termes plus concrets, ça veut dire quoi? Si vous réduisez de 10 paquets années, de 10 HbA1c année, c'est-à-dire 1% pendant 10 ans, pour les patients sur la rétinopathie, ça se traduit par une réduction du risque de 10 fois moins 0,03, c'est-à-dire moins 0,30, c'est-à-dire
30% de réduction du HR. Ou, parce que voilà, une certaine variabilité, si on prend l'autre équation, c'est 40%. 30-40%, on est aux alentours d'un tiers de réduction. Et que nous disait l'épidémiologie du KPDS tout à l'heure? 1% d'HbA1c. Pendant UKPDS, qui durait 10 ans justement à peu près, c'était 37% de réduction. On est exactement dans les rapports, on a notre retour sur investissement du contrôle glycémique pour ce qui est de la rétinopathie du microvasculaire. Alors, pour le macrovasculaire, on va regarder la pente de la droite. Juste avant, j'ai fait figurer ici, bien qu'elle n'ait pas participé au calcul de la corrélation, ce point en rouge, il correspond au DCCT, le diabétique de type 1, parce que finalement, la glycémie, c'est un peu la même chose chez le type 1 et chez le type 2. On voit qu'on est un peu en dessous de la droite, donc c'est possible que un même contrôle de la glycémie chez un diabétique de type 1, c'est-à-dire une même réduction de l'exposition chronique à l'hyperglycémie, ça rapporte un peu plus dans le type 1 que le type 2. C'est un peu vite dit parce que, en fait, si on regarde l'intervalle de confiance que je n'ai pas fait figurer ici pour que ce soit un peu lisible, il est très large et globalement, on ne doit pas être très loin de la corrélation en fait observée chez les types 2. Alors, comme tout à l'heure dans une des méta-analyses, les auteurs étaient allés chercher des essais qui étaient des essais non seulement du contrôle intensif versus du contrôle conventionnel, mais qui étaient aussi des essais de médicaments. Et j'ai fait la même chose et j'ai aussi calculé les différentiels d'exposition. Alors en fait, ils sont très faibles souvent parce que simplement ces études ne sont pas faites pour ça. Ils sont très faibles mais pas nuls. On voit par exemple que Proactive, on est à peu près aux alentours de 2, c'est-à-dire qu'il y avait quelques décimales d'HbA1c pendant plusieurs années différentielles entre les deux bras de ces essais, et ça ne compte pas pour rien, ça ne compte pas pour beaucoup, mais ce que nous dit ce graphe, c'est que d'une part, c'est relativement bien aligné sur cette droite de corrélation, et d'autre part, c'est ce que la contribution du contrôle glycémique à ce que ça a pu rapporter en termes de protection cardiovasculaire. Et on voit que cette contribution, elle explique une bonne partie de la réduction, souvent modeste, dans ces essais. On voit du reste que TECOS, par exemple, pour évoquer un essai cher à nos hôtes, la sitagliptine dans le diabète type 2 versus placebo, très faible différentiel d'HbA1c entre les deux bras, très faible résultat sur le cardiovasculaire. Pas étonnant, on ne s'en était pas donné les moyens, du reste, ce n'était pas l'objectif de l'étude, on ne s'en était pas donné les moyens en termes de réduction de l'exposition chronique de réduction chronique de l'hyperglycémie. Quelle est la pente de la droite? 0,21, c'est-à-dire pareil, si on traite en réduction d'1% pendant 10 ans, ça nous fait 21%, quelque chose de somme toute intéressant en termes de réduction du risque cardiovasculaire. Si on traite juste pendant 5 ans, ça sera une réduction de 0,10, on arrive dans le négligeable. En revanche, si on a un jeune diabétique devant nous, une cinquantaine d'années, qui est déséquilibré, quand bien même il sort d'un infarctus du myocarde, par exemple, on peut espérer une espérance de vie au moins d'une vingtaine d'années pour lui, même un demi% d'HbA1c de réduction a une pertinence chez ce patient. Pour mentionner les essais les plus récents, Empareg avec l'empagliflozine, l'Empareg était très impressionnant pour la réduction en particulier des événements liés à l'insuffisance cardiaque, donc je ne parle pas ici. En revanche, c'était assez modeste comme réduction sur les événements cardiovasculaires, et on voit qu'en fait c'était relativement expliqué par le fait que versus placebo, il y avait une réduction de l'hyperglycémie chez les patients dans les bras actifs. En revanche, par exemple, Sustain6, le sémaglutide, un très puissant agoniste du récepteur du GLP1, une étude courte, 2 ans, même s'il est très puissant, il n'y a pas vraiment matière à réduire cette exposition cumulée à l'hyperglycémie. On voit que je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas c'est vrai, l'intervalle de confiance pour le point de Sustain6 est en dessous de la droite de corrélation. Et dans Sustain6, on peut dire que associé à la molécule, il y a autre chose que le contrôle glycémique qui permettait de réduire les événements cardiovasculaires majeurs. Et on se doute que dans cette autre chose, il y a sans doute la pression artérielle, puisqu'elle était baissée également de façon importante. Alors,
Cette diapositive est spécialement dédiée à Michel Krempf, qui, devant celle-ci, m'a fait remarquer que c'est sympathique, Ronan, mais quand même, parce qu'il a l'habitude probablement de ce genre de manipulation, le Kumamoto, 110 patients, on sait que dans les droites de corrélation, quand vous avez un point qui est très écarté, il pèse pour beaucoup dans le calcul de la droite. Et donc, du coup, j'ai pris acte de sa remarque et on a calculé, on a fait une méta-régression qui est la même chose, en un peu plus sioux, puisque ça tient compte justement de la taille des études. Et vous voyez que chaque cercle, là, c'est une étude, et le cercle est proportionnel au nombre d'événements. Donc on voit qu'effectivement, Kumamoto, ce n'est pas grand-chose, mais on voit aussi que c'est significatif. Là, globalement, la courbe n'est pas très différente. La pente est peut-être légèrement plus faible, mais on est dans le même ordre de grandeur. Vu ? Alors, est-ce que ça marche à tous les coups ? Ma foi, on peut se poser la question. Et par exemple, pour une complication cardiovasculaire qui est tout à fait pertinente et qui le sera sûrement de plus en plus dans les années qui viennent, c'est l'insuffisance cardiaque. Alors, il n'y a pas que Kumamoto ici, c'est peut-être pour ça, Michel, que ça ne sort pas, c'est pas significatif. En fait, c'était pas rapporté dans Kumamoto, mais si on fait exactement le même type d'approche, j'ai repris toutes ces études, donc le calcul de l'exposition, c'est le même que celui que j'avais fait avant, et là, cette fois-ci, ce que j'ai représenté, c'est le hazard ratio pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et là, il y a quand même une droite qui passe au travers de tout ça, mais en fait, ce n'est pas du tout corrélé de façon significative. Vous voyez que l'échelle déjà est très grande, c'est un nuage de points finalement. Et à ma grande déception, je trouve que le fait que ce soit un nuage de points et que ce soit tellement différent de l'allure des courbes précédentes est probablement en rapport avec le fait, soulève en tout cas la suggestion que le contrôle glycémique dans l'insuffisance cardiaque, ça ne fait rien du tout. Finalement, est-ce que ça change beaucoup par rapport aux analyses, aux méta-analyses qui étaient faites précédemment, de voir les choses de façon ainsi quantitative sur l'exposition cumulée ? Je crois que oui, parce que les versions binaires, on a vu leurs limites, notamment ça fait mélanger des contrôle intensif, certes, mais pour des durées complètement ridicules et qui sont incohérentes avec la nature chronique des complications elles-mêmes. Et qu'est-ce qui compte finalement ? Est-ce que c'est plus la durée du diabète, dont on sait que ça compte aussi, ou la durée de notre traitement ? Est-ce que c'est l'amplitude ? Ce que répond ce type d'analyse, c'est que finalement, c'est un peu des deux. Et ça, c'est complètement cohérent avec les recommandations ADA-EASD, donc des sociétés européennes et américaines du diabète. Les diabétologues sont familiers avec cette diapositive, les cardiologues un petit peu moins. C'est pas de la science très dure, c'est du bon sens de diabétologue, qui est de dire finalement qu'on va fixer l'objectif d'HbA1c d'un patient individuellement. Est-ce qu'on va aller vers des HbA1c plus faibles ou des HbA1c plus fortes ? Et pour ça, on va pondérer, il n'y a pas d'équation pour ça, c'est vraiment la décision du docteur et puis du patient également, en visant des HbA1c plus faibles, en fonction des caractéristiques du patient, par exemple de la durée de son diabète, de son espérance de vie, ça paraît assez légitime, de ses comorbidités, en disant que s'il y a beaucoup de comorbidités, on va sans doute aller vers un objectif moins stringent, de la même façon que s'il y a beaucoup en particulier du coronaropathie, on va aller vers un objectif moins stringent. Je voudrais en particulier aller ici sur l'espérance de vie, ça me paraît essentiel, puisque au-delà du bon sens, c'est ce qu'exprime l'analyse qu'on a faite avant, c'est-à-dire que si on a un patient qui est à 9%, s'il a une espérance de vie de 2 ans, eh bien, la réduction, fût-ce de 3%, en le faisant passer hypothétiquement de 9 à 6%, n'a pas beaucoup de sens. Ça va nous donner
un HbA1c année, une exposition chronique de 5, 6, on va être dans la réduction de quelques pourcents des événements cardiovasculaires. Ça n'a pas de pertinence pour cet individu. En revanche, si on est, comme je l'évoquais tout à l'heure, chez un jeune, même réduire d'1,5% l'HbA1c a une pertinence du moment que c'est maintenu pendant longtemps. Ce qui, à nouveau, renforce le fait que la prévention des complications chroniques du diabète ou éventuellement de leur récidive dans les événements cardiovasculaires passe énormément par la prise en charge précoce de ces patients, parce que c'est justement là qu'on a ce bras de levier considérable devant nous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Renan pour cette approche à la fois savante et très originale. Alors sachez que vous avez de la chance, parce que cette courbe dont vous venez de voir le substrat scientifique et l'analyse, il n'est pas exclu puisqu'elle est récente. Vous en avez en quelque sorte une primeur. Elle est parue, mais ce n'était pas le sujet de cet éditorial de Circulation, et puis elle a été enrichie depuis. Mais sachez que cette courbe, peut-être, va devenir célèbre. Renan, merci.